Alors maintenant, je me tourne vers Mimouna Adjam. Mimouna Adjam, donc, non, on va te faire parler d'abord, et puis on va passer le film après. Parce que, au cours de ce colloque, qui nous a semblé essentiel, et d'ailleurs, en posant la question qu'a posée M. Tatem, c'était la preuve qu'il y avait un intérêt à mettre nos deux intervenantes en lien et qu'il était primordial de prendre en compte les questions liées à ce qu'on appelle, entre guillemets, le projet familial, parce qu'il peut être aussi au cœur d'un parcours migratoire lorsque les femmes rejoignent un conjoint français ou rejoignent un conjoint par le biais du regroupement familial. Vivre dans un pays étranger, comme nous l'a dit Chala, ça engendre un véritable bouleversement, mais surtout des changements socioculturels importants. Et il faut arriver à comprendre les institutions, apprendre les codes sociaux et culturels qui sont différents. Et il faut s'adapter à un nouvel environnement. Et il faut avoir une sacrée énergie et un sacré courage pour le faire. Au regard de leur vie familiale, on ignore souvent, et pas Chala, mais Mimouna nous le rappelle, qu'en tant qu'étrangères, les femmes restent soumises au code de statut personnel de leur pays d'origine. Cette règle de droit international, qui est liée très souvent à des conventions bilatérales passées par la France avec les pays d'origine, maintiennent une emprise du statut personnel sur ces femmes migrantes. Alors, Mimouna, comment développer les droits des citoyennes, favoriser leur autonomie et l'indépendance des femmes étrangères pour engendrer une égalité des droits entre les femmes et une égalité entre les femmes et les hommes? Dernièrement, Africa 93 et Femmes Solidaires, nous avons travaillé ensemble sur la proposition de loi qui a été déposée par Marie-Georges Buffet, députée. Tu vas nous expliquer ce que dit cette loi. Est-ce qu'elle a été votée? Quels sont les blocages que vous avez rencontrés d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue avec les autres associations ou les populations? Et quel est le parcours de cette loi aujourd'hui, où on en est? Et comment peut-on agir contre cette inégalité des droits? Je te laisse la parole. Merci, Joanne, et merci beaucoup à la CB de m'avoir invitée. Alors, avant d'arriver à parler concrètement de la loi et de ce projet de loi et de la campagne qu'on a menée Africa et Femmes Solidaires depuis que la loi a été déposée, donc c'était en mai 2016, je voudrais juste revenir sur les conditions, enfin le contexte un peu de pourquoi on a été amené à aller un peu plus loin que le combat, on va dire, revendicatif dans nos quartiers et à interpeller aussi nos députés, nos élus, pour qu'ils nous soutiennent. Donc ça fait quelques décennies quand même que dans nos quartiers, on est face à ce problème, même si on n'arrive pas à mettre vraiment, à parler de ce statut autonome des femmes immigrées, mais on voit bien que ce qui nous arrive des préfectures, des services étrangers, et d'ailleurs je dois dire que ça ne concerne pas que les femmes, parce que pour les gens qui travaillent dans la lutte contre les expulsions, vous avez très certainement souvent reçu des injonctions de quitter le territoire français ou de la préfecture, où c'était très souvent marqué en vertu des accords franco-algériens, en vertu de tel et tel accord. Et c'est vrai que ça fait des années que nous, en tout cas, on essaye de se battre déjà pour avoir un peu plus d'explications sur le fait que comment se fait-il que nous qui vivons ici en France, nous sommes régis lorsqu'il s'agit de nos vies, personnellement, on nous ressort des lois de notre pays d'origine, et même quelquefois, quand il n'y a même pas d'origine, parce que ça peut concerner aussi des femmes françaises qui sont filles d'immigrés. Alors, dans notre association, pendant des années, on a beaucoup accompagné et soutenu des femmes qui étaient dans ce genre de situation. Et un peu pour reprendre ce que disait Chala tout à l'heure, c'est que bien évidemment, les profils de femmes qu'on a accueillis au cours de ces dernières décennies, ils changent. C'est des profils qui ont changé et qui ont aussi évolué.
Si on parle du premier profil de femmes, de ce qu'on appelait de la première génération, c'est vrai qu'elles venaient dans le cadre du regroupement familial, et bon, comme elles étaient mariées, qu'elles avaient des enfants, elles étaient de droit régularisées en tant que conjointes, surtout de travailleurs étrangers bénéficiaires d'un titre de séjour. Les difficultés auxquelles ces femmes pouvaient rencontrer, c'était surtout par rapport au logement qui était trop petit ou par rapport à des revenus qui étaient, voilà, parce que dans le cadre du regroupement familial, ce sont des critères qu'on prend en compte. Et puis après, nous, il y a eu cette deuxième génération de femmes dans les années 80-90 qui concernait, je dois dire, beaucoup de femmes originaires de l'Afrique subsaharienne qui étaient très souvent venues dans le cadre d'un mariage, si on peut appeler ça un mariage, mais qui était souvent un mariage fait dans le pays d'origine et qui se retrouvaient de fait en situation de polygamie sur le territoire français et qui n'avaient aucun droit. Alors, je vous le dis tout de suite, vous avez bien évidemment, je combats la polygamie de manière très ferme et je suis absolument contre le fait que la polygamie est un statut ici en France. Une fois que j'ai dit ça, il y a des souffrances aussi derrière cette vie de femme polygame, et il y a des femmes qui sont victimes de la polygamie, qui sont très souvent de très jeunes femmes qu'on a ramenées et à qui, voilà, elles sont restées pendant des années sans papier, qu'on a accompagnées et réaccompagnées dans les services des préfectures, où sans arrêt on nous répétait la même chose. À partir du moment où il y a une première épouse, il est hors de question qu'on régularise des femmes, donc des secondes épouses. Sauf que voilà, l'être humain résiste aussi, donc il y a eu beaucoup de situations de contournement de la loi avant que Pasqua n'arrive en 93 et réprime de manière... on aurait aimé, moi personnellement j'aurais aimé qu'à ce moment-là le ministre de l'Intérieur soit beaucoup plus répressif, peut-être vis-à-vis des hommes polygames que vis-à-vis des femmes. De fait, ce sont ces femmes qui en ont été victimes et... voilà, on a été obligés aussi dans l'accompagnement de ces femmes de trouver aussi des stratégies de contournement, de les faire héberger chez des voisines, chez d'autres membres de la famille, de manière à ce que ces femmes qui, entre-temps, avaient eu des enfants, qui étaient nés ici en France et qui ne pouvaient toujours pas être régularisés parce qu'en situation de polygamie. Donc j'explique tout ça pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est né là, récemment. Et puis ces derniers temps, on a eu quand même affaire à on va dire à un troisième profil et un quatrième profil de femmes, qui étaient des femmes venues le plus souvent du Maghreb, qui avaient été alphabétisées, qui avaient été à l'école dans leur pays, pour quelques-unes qui avaient même commencé des études universitaires qu'elles n'ont pas pu finir, et qui ont connu des mariages, donc des mariages avec des franco-algériens, franco-marocains. C'est très souvent des mariages donc, dans l'entourage familial. Et quand on discute avec ces femmes, on se rend très vite compte que même si elles n'utilisent pas le mot de mariage forcé ou de mariage, on va dire, sous la contrainte, on voit bien qu'elles n'ont pas dit franchement oui à ce mariage, comme elles n'ont pas dit franchement non. Et puis souvent, les familles qui sont restées au pays, y voient aussi l'espoir d'une vie meilleure en France pour leurs filles, en se disant, voilà, en les mariant avec quelqu'un qui est de nationalité française ou qui est installé en France, nos filles auront très certainement une vie meilleure. Le fait est, c'est que ces dernières années, on avait vécu ça auparavant aussi. La nouveauté, c'est que ce sont de très très jeunes femmes, hein, ce sont des femmes qui ont en général moins de 25 ans, qui se marient majoritairement avec des Français, même s'ils sont franco quelque chose, et qui se rendent compte très rapidement que la vie qu'on leur avait promis, elle n'est pas au rendez-vous, voilà, et qu'elles ont très souvent à faire face à de la violence, mais pas que de la violence de la part du conjoint, mais aussi de la violence quelquefois de la part des familles, puisque dans un premier temps, elles sont toujours hébergées dans les familles, et on a beaucoup de ce genre de situation où ces filles se sont retrouvées à la merci des familles donc, qui les ont accueillies et qui ont très bien vu au bout de quelques mois que c'était plus possible, qu'elles s'étaient trompées et qu'elles avaient besoin donc, de quitter cette ambiance et de quitter ce mari. Elles l'ont fait, quelques-unes l'ont fait, mais très rapidement, donc elles ont eu dans un premier temps un titre de séjour en tant que conjointe de Français. Et puis, c'est souvent au moment du renouvellement, donc un an après,
lorsqu'elles se présentent pour renouveler leur titre de séjour, qu'on leur demande donc de justifier d'une vie commune effective avec l'époux, et l'époux doit même se présenter ou signer un papier. Donc, ce qui n'est pas possible pour elles. Donc elles se retrouvent donc, sans papier. On ne leur signifie pas le jour où elles vont à la préfecture qu'elles sont expulsées, mais de fait, elles sont dans une situation sans papier. Dans les meilleurs des cas, lorsque ces femmes se font accompagner par des associations, on arrive tout au mieux à obtenir des titres de séjour, je ne sais plus comment ça s'appelle, visiteurs, voilà. Donc, où elles n'ont pas le droit de travailler, où elles n'ont droit à rien du tout. Et donc c'est là que ça commence la difficulté pour ces femmes. Et malgré tout ce qu'on a pu faire, où on arrive à obtenir quelquefois des régularisations à titre humanitaire et très très exceptionnelles, on ne s'en sort pas. Donc nous, ça fait quand même des années qu'on interpelle nos élus, et il se trouve que une élue, donc l'élu de notre circonscription, qui est Marie-Georges Buffet, nous a entendu, on va dire, un peu plus favorablement que les précédents, et elle a décidé donc de travailler avec nous, nos associations, mais aussi avec la CIMAD, sur un projet de loi. Donc le projet de loi, Marie-Georges Buffet l'a déposé au mois de juillet 2015. Il était bien endormi dans les tiroirs, quoi, parce que c'était, même si elle demandait à ce que ce soit mis à l'ordre du jour de la discussion à l'Assemblée nationale, ça ne venait pas. Et c'est en mois de mai 2016 qu'elle a réussi, Marie-Georges Buffet, à le mettre à l'ordre du jour par le biais d'une niche des députés du Front de gauche. Donc cette loi, ce projet de loi a été déposé donc en février, au mois de mai 2016. Nous, parallèlement à ça, on a voulu aussi faire monter la pression, et donc nos deux associations, Femmes Solidaires et Africa, on a lancé une grande campagne on voulait que cette campagne parte de notre département, parce que ça avait aussi un sens de dire que c'était le combat des femmes de la Seine-Saint-Denis, mais bien évidemment on voulait que ce combat devienne national, puisque c'était l'affaire de toute... c'était une loi nationale qui allait être votée. Donc on a fait une pétition, et on a fait des tas de rencontres, des tas de débats dans beaucoup de villes de notre département, et où on s'est rendu compte qu'en fait, parce qu'on aime bien nous parler, de nous dire oui, faites attention, il va y avoir un appel d'air, mais nous on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on intervenait dans des quartiers ou dans des villes du département, il y avait plein de femmes qui étaient dans cette situation et qui venaient dans les réunions pour parler de leurs problèmes et pour pour qu'elles exposent leur situation afin qu'on puisse les aider. Donc nous, ça nous a quand même bien renforcé dans l'idée que c'était pas un truc minoritaire, que c'était pas quelque chose, voilà, c'était vraiment humainement, ça voulait dire aussi quelque chose pour toutes ces femmes qui s'étaient retrouvées là. Donc on a eu du mal quand on a démarré cette campagne, avec beaucoup d'incompréhension, et pas seulement de nos ennemis ou de nos adversaires, mais y compris de quelquefois, je dirais, nos alliés naturels, c'est comme ça qu'on peut les appeler, venant de la gauche, qui ne comprenaient pas que quoi, comment, mais c'est pas possible, la France universelle, il peut pas y avoir une double loi, et c'est pas vrai, ces femmes-là, elles sont concernées par le droit commun français. Et puis aussi beaucoup d'incompréhension, je le dis en toute sympathie pour mes amis féministes, voilà, qui n'ont pas tellement compris que, en gros, ça venait d'un quartier, que ça venait de la Seine-Saint-Denis. Moi, je dois dire que on a décidé à ce moment-là de publier une brochure avec les témoignages des femmes concernées, puisqu'on s'est dit c'est quand même leur parole qui compte, et on a bien pris soin de marquer dans la préface de notre brochure que ce statut autonome pour les femmes immigrées que nous revendiquions, ce n'était pas quelque chose de nouveau, c'était aussi une revendication historique du MLF, donc des années 70, et que nous, on reprenait ce mot d'ordre, qu'on reprenait cette revendication, mais c'était pas pour faire des reproches, pas pour dire vous l'avez mal fait vivre, cette revendication, mais tout simplement parce que c'était aussi notre réalité de femmes qui vivions dans ce genre de situation. Donc oui, il y a eu des problèmes, pour répondre un peu, on a eu un peu des incompréhensions, on va dire, et puis on s'est rendu compte qu'avec ce livret,
il fallait peut-être qu'on passe à un niveau un peu supérieur. Et on s'est lancé dans cette aventure de faire un film. Voilà, film qui au moment où je vous parle n'est toujours pas entièrement financé, hein, mais bon, on l'a sorti. On l'a sorti avec les moyens du bord parce que ça nous semblait important aussi de laisser une trace du combat des femmes immigrées, du combat des femmes des quartiers, et c'était vraiment leur combat. Ces femmes, elles nous ont accompagnés depuis le début. On leur a toujours expliqué que nous, on ne voulait pas parler à leur place. Elles sont venues avec nous à l'Assemblée nationale. Elles ont témoigné dans des différentes commissions. Donc, c'était leur combat à elles. Donc voilà, en gros, je vais vous expliquer où Marie-Georges Buffet a proposé. Donc vous pouvez retrouver tout sur Internet. Hein, ça s'appelle Loi visant à l'autonomie des femmes étrangères. Quand elle a proposé donc, ce projet, il y avait 7 articles. Et il y avait un article auquel nous on tenait beaucoup, c'est que on n'oppose pas dès la première année du renouvellement du titre de séjour, on ne montre pas aux femmes qu'elles sont dépendantes du mari et qu'on puisse se passer de la signature du conjoint pendant les 4 premières années. Donc c'est ce qu'on avait proposé avec la députée. Parce que 4 années, ça nous semblait, on va dire, un temps un peu moyen, entre guillemets, normal, pour que ces femmes qui ont décidé de quitter leur époux, elles puissent aussi se reconstruire, commencer à chercher du travail, mais non pas qu'on leur casse tous leurs espoirs, qu'on les casse avant que n'arrive cette première année. Donc cet article a été, bien évidemment, mais on devait bien s'en douter, mais je vais juste revenir sur l'ambiance. On a été auditionné par la commission des lois, avec Jeannette qui est ici, et aussi Suzy du collectif national des droits des femmes. On a été auditionné en commission des lois, donc par des experts de la chose juridique qui nous ont dit tout de suite, là, vous demandez la suppression des accords bilatéraux, hors de question, c'est anticonstitutionnel. L'article 55 de la Constitution française dit que les accords bilatéraux ont une valeur supérieure aux lois nationales votées ici. Donc ça nous a été dit clairement, et le groupe qui a travaillé sur le projet de loi qui devait être présenté quelques jours plus tard, on a été obligé de reformuler cette situation, sinon ça ne passait pas du tout, c'était anticonstitutionnel. Donc voilà, donc on a aussi pu discuter avec ces experts aussi qui, bon je dois dire quand même qu'ils ont été très à l'écoute, de qu'est-ce que c'est que ces accords bilatéraux. Soit on a parlé un peu tout à l'heure, ces accords bilatéraux, moi je parle toujours de l'exemple que je connais mieux, je parle de l'Algérie. Ce sont des accords qui ont été signés donc, au moment des indépendances entre la France et le pays qui se décolonisait. Et bien évidemment, c'est énorme, hein, c'est des gros pavés, ça ne concerne pas que le statut personnel, ça concerne tout, ça concerne les relations économiques, politiques, voilà, ça concerne beaucoup de choses. Et dans ces accords, qui n'ont été revus qu'en 68, donc en 62, puis en 68, et puis récemment dans les années 80, il est bien dit que la première juridiction qui est saisie, par exemple en cas de divorce, c'est elle qui aura raison et que l'époux ou l'épouse pourra à ce moment-là, c'est-à-dire que si un homme veut divorcer en Algérie et s'il est plus rapide, il va saisir une juridiction algérienne et il n'aura plus qu'à faire exéquaturer, donc à obtenir une équivalence ici en vertu de ces accords bilatéraux. Donc ça veut dire très concrètement que les hommes ne sont pas cons, et je ne parle pas de tous les hommes, mais je parle en tout cas de ceux que j'ai eus en face de moi, et que c'est tellement plus facile d'aller divorcer en Algérie ou au Maroc, où en gros il n'y aura même pas de frais d'avocat, où il n'y a rien du tout, puisqu'il peut... Le divorce en Algérie, c'est quasiment un divorce qui est unilatéral, et donc pour moi c'est l'équivalent d'une répudiation. Et donc eh ben, c'est plus facile pour les hommes de se débarrasser d'une femme. On a eu des cas, des situations de jeunes femmes à qui on a refusé d'apprendre le français, à qui on a refusé de travailler parce qu'elle refusait de s'occuper de sa belle-mère. Donc tout ça, c'était des prétextes et des arguments qui ont été utilisés par les maris pour aller vite fait, bien fait, demander le divorce dans leur pays d'origine.
Et on a eu des situations vraiment dramatiques. Je regrette, j'ai oublié de ne pas avoir ramené la brochure, mais je promets aux amis de l'ACB, on en ramènera ici, dans tous ces témoignages de femmes. On a vraiment des exemples de souffrance. Par exemple, une femme qui est arrivée à la quarantaine, 7 enfants, qui apprend, après, elle n'est pas rentrée pendant 2 ans en Algérie en vacances, qui apprend après 2 ans de... Voilà, elle retourne en Algérie et elle me dit, ma mère vient me chercher à l'aéroport, chose que ma mère ne fait jamais, et elle me dit, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et sa mère lui dit tout bas, ma fille, je te préviens, tu n'es plus chez toi, tu n'es plus seule chez toi en Algérie. Elle me dit, j'ai compris tout de suite ce que ça voulait dire. Elle arrive, elle trouve une autre femme qui est installée, qui entre-temps avait eu un enfant, qui était enceinte. Le mari, bien évidemment, ne l'avait pas divorcée, puisqu'en Algérie, on lui donne le droit d'avoir une seconde épouse. Mais comme ça s'est durci un peu en Algérie, il faut avoir l'accord de la première épouse pour pouvoir se remarier une deuxième fois. C'est vraiment pas un problème, hein. Nous, on a encore eu des cas, il se présente devant un tribunal, il donne un billet au gars qui travaille là, et il obtient cette fausse autorisation de la femme qui, soi-disant que la première épouse a donné l'autorisation du remariage. Cette femme, elle a été exemplaire et elle témoigne dans le livret parce qu'elle a été jusqu'au bout. Et pourtant, je vous assure que c'était une femme qui était extrêmement religieuse, qui était à la limite du piétisme, très 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 pieuse, et qui m'a dit « ça, je ne l'accepterai jamais, je n'accepterai jamais ce qu'il m'a fait ». C'est-à-dire qu'il m'a considérée comme moins que rien, et même vis-à-vis de mes enfants. Et on l'a aidée avec le réseau de copines qu'on a en Algérie, et elle a gagné. Je me demande si c'était pas une des premières, elle a gagné, et elle a réussi à défaire le second mariage, donc de cette seconde épouse, et par la même occasion à récupérer les droits à l'héritage de ses enfants. Parce que aussi, toutes ces femmes nous disent, pendant des années, on a travaillé pour acheter une maison en Algérie et il suffit que mon mari se remarie et fasse des enfants avec cette autre femme pour que l'héritage soit partagé. Donc elle l'a vécu vraiment comme une injustice et en se battant et en gagnant, voilà, aujourd'hui c'est elle qui a demandé le divorce, voilà, elle m'a dit c'est moi qui prends, et elle a demandé le divorce, mais elle a aussi gagné pour ses enfants. Donc ce genre de situation, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'on est très souvent démunis. On essaye depuis quelque temps de développer aussi un partenariat avec des avocates. Ça se passe surtout au Maghreb, hein, pour essayer de trouver des solutions. Mais je dois dire que l'affaire quand même, cette affaire de non-accord de la première épouse, est arrivée à la Cour européenne des droits de l'homme en 2004 et que la France s'était fait légèrement, bon, on ne va pas dire condamner, mais en tout cas s'était fait réprimander, où on a dit à la France, il faut que vous ayez vérifié correctement que les premières épouses, elles aient été entendues. Donc voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que si c'est arrivé à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que c'est pas non plus qu'une lubie de féministes de la Seine-Saint-Denis, mais c'est aussi une réalité. Donc, cet projet de loi, 2 articles ont été retenus. Un article qui reconnaît la violence familiale, donc pas seulement la violence conjugale, puisqu'on avait été donc avec des témoignages en disant que beaucoup de ces femmes avaient été aussi victimes de la violence familiale, surtout de la famille du mari, et que deuxièmement, l'épouse pouvait donc demander le renouvellement du titre de séjour à condition donc qu'elle avait déposé plainte et que la plainte est aboutie. Donc voilà, donc la plainte est aboutie, mais en demandant donc une certaine bienveillance à l'examen de ces situations. Donc on n'a pas gagné sur tout, et je dois dire, pour rejoindre la première partie, parce qu'il n'y avait pas que sur les femmes immigrées, il y avait aussi sur les femmes exilées, rien n'a été retenu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux femmes qui sont victimes du système prostitutionnel, il y a des choses qui ont été faites, mais nous on avait demandé aussi dans ce projet de loi que soit prise en compte, on a tout à l'heure quelqu'un l'a dit, donc il y a les discriminations politiques, religieuses, on commence un petit peu aussi avec les discriminations ethniques,
mais nous on avait demandé aussi que soient incluses les discriminations de genre, c'est-à-dire une féministe qui était, ou une femme qui se battait dans son pays pour les droits des femmes, qui était inquiétée, donc c'était pas contre le gouvernement spécialement, mais c'était aussi dans le cadre du Maghreb, c'est aussi des religieux, des associations se revendiquant de l'islamisme politique, qu'elles puissent demander l'asile politique. Donc pour ces femmes-là, on n'a rien obtenu du tout, mais on a été reçus par le président de l'OFPRA, qui nous a dit en effet que lui, par exemple, il était très très favorable à ce qu'on puisse faire rentrer dans le droit d'asile la discrimination de genre ou la loue, ou il y a déjà par rapport à l'orientation sexuelle, mais aussi par rapport à ces femmes qui s'expriment pour les droits des femmes et qui sont persécutées à cause de leur position sur les droits des femmes. Et il nous a même parlé de situations que lui avait mis en place qui concernaient les femmes du Caucase, donc qui étaient, lorsque les femmes étaient répudiées, elles étaient très souvent assassinées par les familles. Mais il a bien dit, moi j'ai besoin d'une loi, parce que moi je ne suis que le directeur actuel de l'OFPRA, et un directeur de l'OFPRA, eh ben, il va partir un jour. Et moi je ne pourrai pas continuer à faire de l'humanitaire. L'OFPRA ne trouvera pas encore quelqu'un comme lui. Donc vraiment, sur la nécessité d'avoir le vote de cette loi entièrement reste posé. Donc pour aujourd'hui où on en est, on attend toujours que le Sénat reprenne, voilà, que ce soit mis à l'ordre du jour du Sénat. Et nous, on a attendu que le Sénat change et on va relancer la campagne pour que cette loi, donc, qui a été votée en mai 2016, vienne en discussion au Sénat. Et Marie-Georges Buffet, qui vient d'être réélue aux dernières élections législatives, s'est engagée à redéposer l'ensemble du texte, donc sur tous les articles qui n'ont pas été votés, à l'Assemblée nationale. Voilà, en gros. Merci, Linda. On va vous passer un extrait du documentaire et puis après vous pourrez poser vos questions à Linda. Marianne Labru, toujours avocate et toujours habitant le 20e. Je vais essayer de donner un peu d'optimisme dans ce que je viens d'entendre. D'abord, pour ce qui concerne les femmes réfugiées, je ne peux pas laisser dire, je suis désolée, qu'une femme qui viendrait de Turquie et dirait je milite contre Erdogan parce qu'il veut réinstaurer le voile ou il l'a instauré, il ne serait pas entendu. Il y a hommes, femmes, enfants qui sont entendus à l'OFPRA et à la Cour nationale du droit d'asile, et les femmes seules. En revanche, allez voir le directeur de l'OFPRA et le président de l'OFPRA, là je suis plus sceptique, compte tenu du taux de reconnaissance de la qualité de réfugié à l'OFPRA et à la Cour nationale du droit d'asile. Ça oui, c'est un combat. Mais les femmes, bien évidemment, peuvent demander la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de leur combat, y compris si c'est un combat, je vais dire pour aller vite, purement féministe, car dans l'arsenal législatif français en matière de droit d'asile, il existe non seulement la reconnaissance de la qualité de réfugié, donc l'application de la Convention de Genève, mais il existe l'asile constitutionnel qui prévoit que tous les combattants et combattantes de la liberté doivent recevoir l'asile en France. Et précisément les artistes, et il y a eu des artistes iraniennes, précisément les journalistes, précisément les femmes qui luttent dans des associations, ou les hommes qui luttent dans des associations, se voient reconnaître cet asile constitutionnel qui est maintenant dans le code d'entrée et séjour et du droit d'asile une reconnaissance de la qualité de réfugié. Et il existe une autre section qui s'appelle la protection subsidiaire. Donc oui, les femmes à l'heure actuelle se voient reconnaître la qualité de réfugiés pour leur combat, ils sont entendus, on les repousse pas à l'OFPRA ni à la Cour, même si je sais très bien que le taux, et je défends les femmes contre les décisions prises par l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile, mais je ne crois pas qu'il
faille laisser ça, parce que du coup, ça va laisser à croire aux femmes qui voudraient demander la qualité de réfugié qu'elles ne le peuvent pas, et ce serait bien dommage. Ensuite, pour ce qui concerne le droit des étrangers, très vite, les conditions que vous avez énoncées, notamment pour un conjoint de devoir prouver la vie commune, ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Hein, donc, oui, mais bon, si vous voulez, moi dans mon cabinet, moi j'en vois des tas d'hommes qui ne remplissent pas la condition, soit parce que leur femme est française, mais ils se sont séparés, et c'est là-dessus qu'il faut se battre. Et vous l'avez évoqué dans le film, c'est aussi tout le droit des étrangers qui malheureusement est en péril, et ça va s'aggraver, mais ça concerne aussi bien malheureusement les hommes que les femmes. Et par ailleurs, il y a aussi un article dans le Code d'entrée, séjour et du droit d'asile, le CESEDA, l'article 313-12, qui prévoit, lorsque les femmes sont victimes de violences conjugales notamment, cet article prévoit qu'elles puissent maintenir et demander un titre lorsqu'elles sont victimes de ces violences. Donc cet article existe déjà dans le CESEDA, il faut évidemment l'utiliser. Je ne nie pas les difficultés, mais le droit des étrangers, fort heureusement, s'applique aux hommes comme aux femmes sans distinction. Malheureusement, parce qu'il est tellement restrict. Yasmina, pour Femmes Solidaires. Je pense que ce qui vient d'être dit, certes, le droit des migrants est le même pour les hommes et les femmes, mais je crois que c'est ce qu'on a commencé dans cette salle par Inch'Allah, c'est le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes, c'est-à-dire de leurs droits en tant qu'humains. Et moi, je travaille depuis très longtemps dans un foyer de mère-enfant. L'exéquature des divorces dans les années 80, depuis 83, c'est un vrai problème. Et c'est ce qui est déterminant pour la loi, c'est elles sont mariées, elles sont épouses. Puis après, il y a la polygamie. Et je ne dis pas les multiples polygamies, parce qu'il y en a aussi des situations très très problématiques. Leur arrivée, quand même, se fait par le regroupement familial, qui est très restrictif. Et d'ailleurs, il est même appelé à disparaître, dans l'absolu. On a bien parlé, moi je me trompe, des mariages forcés ou pas. C'est la condition des femmes telles qu'elles arrivent en France dans leur fonction d'épouse, pour X raisons. Elles en font encore plus les frais lors de la séparation, ou en tous les cas de ce qui est utile dans la séparation. Et je reviendrai à ce qu'a dit Chana sur l'universalité des droits qu'on défend. Le droit, j'ai l'impression, et c'est peut-être votre conclusion, ce que vous venez de dire qui m'interroge, et la Femme Solidaire, on s'y interroge beaucoup, est-ce qu'en France aujourd'hui, du fait de toutes les radicalités qui s'imposent, nous sommes un pays de non-droit? C'est-à-dire que le droit, l'application du droit devient de plus en plus complexe et difficile, et en particulier, s'il y a quelque chose avec lequel je suis très très peut-être interrogative, ce film n'est pas que la représentativité des quartiers populaires. Je pense que c'est dans ces quartiers où je dirais, ça a été le plus sauté aux yeux parce qu'il y a une activité avec des associations et qu'il y a la parole des femmes se libère. D'ailleurs, dans le film, on ne les voit pas, mais dans la longueur, le film les fait... Oui, je sais, je l'ai vu déjà plusieurs fois, donc je sais que les femmes parlent. Je pense qu'il y a quelque chose encore à creuser sur qu'est-ce qu'on fait en droit de la parole des migrantes et de l'exil et des pourquoi. Ça lie les deux. Moi, j'ai une autre question qui me taraude depuis longtemps, ça va faire rire Swad. C'est les méfaits des enfants de l'exil. C'est-à-dire que je suis une enfant d'un exilé, qui est devenu l'enfant d'une immigrée, comme ça qu'on nous a appelé, première génération, deuxième génération, troisième génération. Et depuis toujours, j'ai le syndrome de l'exil.
je ne sais pas, mais je pense qu'on a un syndrome des enfants des exilés. Je le fais exprès d'appeler ça le syndrome. Et le grand syndrome, c'est qu'on doit de droit toujours affirmer que nous sommes français. D'autres questions? Oui, moi je voulais revenir sur le fait que ça concerne des hommes. Bien évidemment, on n'a jamais dit que ça ne concernait que des femmes. Mais majoritairement, moi je parle de ce que je connais le mieux, les femmes qui viennent dans le cadre du regroupement familial ou dans le cadre du regroupement familial, ça peut être aussi avec un monsieur qui n'est pas français, hein, voilà. La majorité aujourd'hui du regroupement familial, il s'écrit au féminin, c'est aussi une réalité, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bien sûr, ça peut concerner les hommes, mais comme l'a dit Rosalie dans le film, les hommes, ils arrivent à élaborer des stratégies quand même pour s'en sortir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que les femmes, puisque les femmes, et je vous invite à le voir en entier, le film, et à lire les témoignages des femmes. Ces femmes, quand elles se retrouvent dans cette situation, elles n'ont pas que la famille du mari sur le dos. Moi, je lui avais demandé de venir à une jeune femme, et elle n'a pas pu venir sûrement, où elle me dit que son père, elle, c'est une fille, son mari l'a ramenée du Maroc pour la jeter dans la prostitution. Voilà. Donc elle a eu des doutes très rapidement des objectifs de son mari. La gamine, elle avait 19 ans quand elle est venue. Et quand nous, c'est la police qui nous l'a envoyée, donc c'est le commissariat de police qui nous l'a envoyée. Et quand elle s'est même pas rendue compte elle-même de ce qui lui arrivait, elle comprenait pas parce qu'on lui avait dit tu vas te marier et on lui propose donc de se prostituer. À ce jour, elle n'a pas pu le dire à ses parents. Moi, j'ai parlé avec ses parents au Maroc. Elle n'a pas pu prononcer ce mot-là avec ses parents. Donc je dis ça, c'est pour qu'on comprenne bien quand même la situation dans laquelle se trouvent ces femmes. Et elle me dit, si jamais je leur dis que ce que j'ai vécu, même si elle a vécu ça pendant 12 jours avant qu'elle puisse se sauver, elle m'a dit, mais moi je n'ai plus du tout de vie, je perds complètement même cette qualité d'être la fille de monsieur et de madame, c'est terminé pour moi la vie au Maroc, je ne peux plus retourner du tout au Maroc, je n'ai plus de famille. Donc je pense qu'un homme, je n'ai pas dit que les hommes ne pouvaient pas se retrouver dans de telles situations, mais je ne pense pas qu'un homme il aura ce même vécu que par exemple cette fille voilà, ou d'autres femmes. On a, et puis je dois dire quand même que dans notre association, on ne s'occupe pas que du droit des femmes étrangères, hein. On s'occupe aussi du droit des étrangers tout court, hein. Et on essaye aussi de défendre des situations d'hommes, mais je dois dire que d'hommes victimes de violences ou d'hommes qui se sont retrouvés dans cette situation, moi j'en ai jamais vu dans mon association, ce qui est aussi une réalité. Après, par rapport à ce que vous avez dit, bien sûr, vous êtes spécialiste, je ne le suis pas, moi je suis militante. Hein. Moi, non, mais je vais pas. Non, voilà, moi je vais vous dire honnêtement ce que nous. Désaccord avec vous. Comment? Je ne suis pas non, mais quand vous dites par rapport. Simplement que devant la Cour nationale du droit d'asile, on peut faire reconnaître des droits. On peut, bien évidemment, mais vous savez parfaitement que déjà, d'une manière générale, le droit d'asile, il y a à peu près 20% de réponses positives. Voilà. Donc, alors, ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir des statistiques sur les femmes qui viennent seules. Moi, je ne parle pas des femmes qui viennent avec un mari qui sont en situation d'exil, mais les femmes qui viennent seules. Moi, c'est le cas de cette femme turque. Moi, je l'ai eu, je ne l'ai pas inventé. Voilà. Donc, et puis, quand on a rencontré le directeur de l'OFPRA, il est ce qu'il est. Mais en tout cas, lui, il a essayé de faire des cases un peu comme ça à titre humanitaire, mais il est parfaitement conscient que ce n'est pas lui qui va régler toute cette situation. Autre chose par rapport aux femmes victimes du système prostitutionnel. Moi, j'ai eu quelques filles originaires de Roumanie, de Moldavie et de Russie. À ce jour, elles sont retournées parce qu'elles n'avaient pas le choix, alors que la loi dit que lorsqu'on amène les preuves qu'on a été victime de prostitution, même si c'est vrai, ces 3 femmes que j'ai connues n'ont pas été jusqu'à dénoncer quelqu'un en particulier, parce que c'est souvent ce qu'on leur demande dans les procédures. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte qu'est-ce que ça veut dire aussi de dénoncer le gars qui vous a mis sur le trottoir, ce que ça peut représenter pour cette femme. Moi, je me rappelle de cette fille moldave qui, moi, je pensais qu'elle était mineure, qu'elle était enfant, elle était enceinte.
plainte. Elle avait déposé plainte contre son compagnon et il lui a écrit une lettre de prison. Elle nous l'a ramenée, où il l'a menacée, où il lui a dit « Je vais t'envoyer des gars qui vont te tuer ». La gamine, elle était enceinte. Après, il y a des lois, et après, il y a aussi comment les lois, elles sont appliquées. Moi, quand j'ai été avec elle au commissariat de police, c'est ça, on n'a rien fait pour cette gamine. Et elle n'a pas trouvé d'autre solution que de retourner chez les gens qui l'ont mis chez ses proxénètes. Donc, il y a la loi, nous, on se bat pour faire changer les lois, mais moi, je suis parfaitement consciente que la loi, elle ne changera pas tout. Une autre fille dont je m'étais occupée, elle aussi victime de la prostitution, elle a été entendue par la police alors qu'elle demandait l'ordonnance de protection. C'était elle qui était devenue la criminelle. Je l'ai accompagnée, ils l'ont fait rentrer à 11h au bureau du commissariat de police. Elle en est sortie à 17h, les yeux gonflés, pleine de larmes, toute rouge. Moi, je pensais qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle m'a dit, on m'a mis un interprète, on lui a mis un interprète en arabe, mais elle comprend quand même des mots de français. Et elle comprenait que l'interprète était en train de dire à ceux qui l'interrogeaient, à la policière qui l'interrogeait, ne la croyez pas, c'est une menteuse, elles sont toutes comme ça au Maroc. Elles font tout ça pour se faire épouser, et une fois qu'elles viennent ici, elles enfoncent les maris pour que, voilà. Ça a été dit au commissariat. Moi, à ce jour, nous, on est intervenus avec Femmes Solidaires auprès de ces autorités et tout. Qui nous écoute? Quand je vous dis que c'est une véritable solitude aussi de ces femmes, et du coup, les associations, nous, qui sommes censés les aider, les accompagner, on n'est même pas audibles, parce que nous aussi, on nous prend pour des menteuses. Pour le cas de cette femme qui a été entendue au commissariat de police d'Épinay, je cite la ville, l'interrogatoire s'est transformé comme étant un interrogatoire à charge contre elle, c'était elle qui était devenue la méchante. Moi, à ce jour, je n'ai eu aucune réponse, ni de la police, ni de la justice, ni même de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis. On leur demande des explications, personne ne me répond. Mais moi, je vais vous dire pourquoi personne ne nous répond. Parce qu'on s'en fout. Voilà, moi je vous le dis clairement, ça n'intéresse pas grand monde, c'est tout. En tout cas, moi je parle de ma réalité, dans mon département, c'est ça la réalité. Une autre femme que j'ai eue à Aulnay-sous-Bois, 38 ans, elle était ingénieure chimiste. Elle est venue, quand elle est venue ici, son mari ne voulait pas qu'elle vienne tout de suite. Elle est venue parce qu'elle avait des problèmes de santé. Quand elle s'est présentée à la préfecture de Bobigny, d'accord, madame, conjointe de français, on va vous donner un récépissé. Donc, et puis après, elle lui dit, ah, mais il y a un petit problème, votre mari est déjà marié, il a déjà un enfant. Voilà. Donc, eh ben, c'est qui la victime? C'est lui, le pauvre monsieur. Quand on a été à la préfecture, et on ne fait pas ça toute seule, on y va avec du juriste, on est accompagné par les juristes du CIDFF, et ben, on n'arrive pas à gagner pour ces femmes. Voilà, on obtient, oui, des femmes qui ont obtenu l'ordonnance de protection, elles sont régularisées immédiatement, mais pour les autres, et encore je ne me plains pas, parce qu'il paraît que dans mon département, c'est là où on a obtenu le plus d'ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences. Voilà, donc c'est aussi cette réalité-là. Moi, je ne suis peut-être pas spécialiste en droit, ni même spécialiste de la politique politicienne telle qu'elle se mène aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat. Oui, mais moi, je porte aussi la parole de ces femmes, et moi, je les crois. Moi, je les remets. Pourquoi? De quel droit? Moi, je travaille sur la parole des femmes, parce que je suis une féministe, et moi, je travaille sur la parole des femmes. Quand la police en face me dit, ou quand le service étranger me dit en face, c'est pas vrai, c'est des menteuses, elles font ça, on les connaît. Moi, ça, je l'ai entendu des dizaines de fois quand même, du fait qu'on ne prend pas en compte la parole des femmes. Donc, voilà, moi, ce que je voulais juste vous dire, c'est que nous, on continue de se battre. C'est pas, j'ai parfaitement conscience que, et je le dis et je le redis tout le temps, que c'est un combat général par rapport aux droits des étrangers, et c'est pas moi qui vais aller militer pour qu'on retire des droits aux hommes. Mais aussi, et pour que vous soyez conscients et conscientes, les gens qui sont ici, à François et à Jeannette, si vous saviez le nombre de gens qui viennent nous voir pour nous demander de dénoncer les maris à la préfecture de Bobigny. Nous, on leur dit, on défend le droit des étrangers, et il est hors de question qu'on vous fasse des lettres, qu'on vous écrive des lettres pour dénoncer votre mari parce qu'il a été violent avec vous. Mais ça aussi, c'est une réalité. Donc il faut qu'on voit l'ensemble de toute cette situation qui est vécue aujourd'hui par les femmes. Moi,
J'ai parlé un peu tout à l'heure, c'est vrai que, Jeannette, tu peux parler aussi, c'est vrai que quelquefois on se sent isolé. On se sent aussi isolé par ce non-soutien. Au moment où je vous parle, le MRAP n'a pas apporté son soutien, n'a pas signé la pétition. La Ligue des droits de l'homme n'a pas signé la pétition et n'a pas apporté son soutien. Le GISTI, pareil, il n'y a que la CIMAD qui nous a soutenus. Il n'y a que la CIMAD. Donc, oui, puis beaucoup de députés aussi qui ne nous ont pas soutenus, parce que moi, je veux faire de peine à personne. Il y avait une quarantaine de députés ce jour-là à l'Assemblée nationale. Il y avait Sapin qui s'amusait à faire des textos. Il y avait Marie-Noël, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui s'amusait elle aussi à envoyer. Mais ils étaient tous debout pour voter les amendements de suppression. À ça, ils ne savaient même pas de quoi ça parlait. Ah, mais ils étaient en train de faire mumuse avec leur téléphone portable. Mais quand le ministère de l'Intérieur leur disait amendement de suppression, ils étaient tous debout pour voter pour qu'on supprime les articles qu'on a fait. Oui, mais moi je ne l'ai pas vu toute seule. Hein. On était 21 femmes à accompagner Marie-Georges Buffet ce jour-là. Et je peux vous assurer que les femmes, elles ont vu de leurs propres yeux aussi. Ce non-soutien. Je vais redonner la parole à Chana parce qu'elle voulait aussi s'exprimer sur ce point. Et puis il nous reste encore notre troisième intervenante qui est Valérie pour vous présenter les travaux de Parole de Femmes, justement, Femmes en exil. Je vais être très rapide. Vous savez, le débat qui vient d'être lieu, ça démontre quand même deux choses. D'une part, la complexité du sujet, puisque Madame qui est avocate a tout à fait raison d'amener les éléments complémentaires. Ce débat, je l'ai vu dans les années 80 et je sais que ce débat existe. Ça veut dire, en fait, quand on demande l'entrée de mot de sexe dans la Convention de Genève, je vous l'ai dit, il y a quand même des arguments pour et contre, même parmi les féministes. C'est un débat qui est partagé. Sur la question prostitutionnelle, d'ailleurs, je suis en train de mener un travail avec Amical Denis sur la notion de emprise, et on sait très bien que la prostitution dans la rue, attention, puisque sur Internet maintenant ça se développe, et c'est aussi une prostitution d'origine française, bien française, de 3 générations, mais quand on parle de la rue, c'est plus de 80% les immigrés, c'est la trajectoire migratoire qui sont impliqués dans la prostitution. Quand vous mêlez ces récits de vie, quand vous travaillez avec les gens, vous voyez que la notion, c'est ça la tragédie, la notion de mensonge est toujours présente. Mais ce n'est pas les femmes qui mentent, tout le monde. Parce que c'est des trajectoires qui sont faites par le mensonge. Vous voyez, vous vous rappelez de l'histoire de Strasserand avec la femme de chambre à New York. Donc c'était parmi ces violences sexuelles qui a fait un scandale. Cette femme a été déboutée de son... Ça veut dire en fait, en Amérique, son cas n'a même pas été posé puisqu'il avait menti par rapport, et il avait bien menti, par rapport à son droit d'asile. Et c'est vrai que quand vous vivez dans un monde où les gens sont obligés pour arriver à avoir une vie, seulement une vie, comme tout le monde pourrait imaginer, à rentrer dans les cases sont pas mauvaises non plus, puisque vous savez, c'est ça la complexité, c'est qu'on a besoin de ces droits, on a besoin des articles complémentaires de loi, il y a des acteurs, il y a des femmes, il y a des hommes, etc. Et la situation est très compliquée. Donc les gens, la femme de chambre en Amérique n'a même pas été jugée, puisque dans son dossier de demande d'asile, ils ont trouvé un fait contradictoire. Donc la loi américaine voudrait que quand il y a ça, ils ne jugent même pas pour le fait de violence sexuelle. Vous voyez là, c'est ça aussi les questions. Après, bien sûr qu'elle a gagné au civil et elle a gagné quand même pas mal. Mais ça n'a pas été soulevé. Mais si vous voulez, ici aussi le cas des personnes comme Mimouna, les avocats comme vous, les députés qui sont là, moi je pense que ce qui manque vraiment, c'est un regard c'est un consentement, comme on dit, éclairé sur la question. C'est que les gens qui sont à la base et qui ne sont pas très bien consultés toujours avec les politiques et avec les autres, se mettent vraiment à réfléchir sur ces histoires et voir en quoi on pourrait ajouter les articles complémentaires ou par contre en quoi on pourrait relayer les acteurs du terrain pour que les lois puissent prendre le sens. Puisque quand vous êtes dans un contexte où les femmes vont aller
demander à l'acteur associatif qui est Mimouna et à la militante de dénoncer le mari, ce qu'elle ne peut pas faire. Imaginez le blocage à la base. À la base, il y a vraiment un travail à faire de blocage des situations de crise qui n'est pas le ressort de Mimouna. Et après, on arrive, voilà, c'est pourquoi je disais que ce soit au niveau de l'école, des assistants sociaux, des travailleurs sociaux, des instances juridiques, moi je pense que ce qui manque, c'est vraiment de réfléchir sur ces sujets de manière concentrée et arriver à trouver une collaboration, puisque sinon chacun contredit l'autre et au fond, ça veut dire à la fin de la chaîne, ce sont les publics qui sont sacrifiés, puisque les acteurs se contredisent, puisqu'ils ont des échos différents de la réalité et des théorisations différentes. Mais à la fin, qui est victime de la chose? C'est la femme qui est au bout de chaîne. L'exemple le plus tragique, c'est la prostituée. Ça veut dire qu'il est arrivé et qui a peur de proxénète et qui ne dit pas. Même si les acteurs lui disent il faut dire, elle ne le dit pas, puisqu'il y a la question de l'emprise, il y a la question de menace, il y a la question... Et quand vous allez regarder les séries, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, je suis en train de travailler maintenant là-dessous par hasard, et donc je vois que c'est tellement... Même l'appréhensiation de sujets est difficile. Et c'est pourquoi... Il faut vraiment que même les policiers en question, ils ont été aussi, leur tête aussi est bourrée de ces histoires. Si vous voulez, des autres qui viennent dire, et même des proxénètes qui font des stratégies de communication pour dire que ces femmes-là ont été venues par leur stratégie propre. Et ces femmes-là, tenez-vous bien, quand ils arrivent, ils disent oui, puisqu'ils pensent, ils ont été... Vous savez, les gens aussi sont face à deux facettes de l'histoire. Et ajouter à cela l'histoire de la langue, ajouter à cela l'histoire des souffrances psychiques, etc., etc., et vous avez le tableau tout complet. Parce que je voudrais qu'on reste dans des temps aussi, parce que je te remercie, Chala, parce que je pense que ce que tu viens de dire était nécessaire d'être bien remis dans le contexte. Et en invitant Chala et Mimouna pour ce colloque, pourquoi nous avions choisi ces deux intervenantes, nous savions pourquoi il était nécessaire de les avoir. Avant que l'on termine ce colloque, il y a encore quelques instants, parce que je voudrais que Valérie nous présente le travail qui a été fait justement, comme l'a dit Mimouna, sur Paroles de femmes, et dont elle a aussi extrait des paroles et les témoignages qui ont existé dans la brochure d'Africa 93, mais aussi de tout le travail qu'elle a fait au cours de la préparation de ce colloque sur la parole des femmes, cette parole de femmes, et nous aurons encore 2 lectures avant de nous quitter et de conclure ce colloque de la part de Christiane et d'Esther. Donc, bonjour. Donc, évidemment, ce colloque, c'était aussi donner la parole aux femmes pour donner une forme de visibilité. Donc, un petit peu sous la demande d'Esther et de l'ACB, c'était envisagé de recueillir la parole de certaines femmes sur leur parcours d'exil, ou leur parcours migratoire, ou pourquoi elles étaient venues, qu'est-ce qu'elles vivaient ici. Donc on est parti en se disant, bon, et puis on partait d'une très très bonne intention en se disant, bon, on va aussi pouvoir leur permettre de... Et en fait c'est compliqué, c'est très compliqué. Parce que souvent, comme tout le monde a pu en témoigner, c'est souvent des parcours qui sont douloureux. Donc il faut accepter cette violence de dire. Et au final, on espérait un petit peu au moins une dizaine de témoignages avec des parcours variés, mais parce qu'en fait, on ne le vit pas, on ne sait pas. Donc on est parti avec nos bonnes intentions et en fait très peu, et je la remercie particulièrement pour ça, ont accepté de se livrer et de se confier. Et
Recevoir ces paroles, c'est aussi quand on est en face, donc du coup dans une intimité, parce que c'est pas ces recueils-là se font pas en public. On voit toute la force de ces femmes et de ce qu'elles ont pu traverser et de ces injustices qu'elles peuvent vivre. Alors, je ne referai pas le débat, ça a été évoqué, que ce soit juridique, que ce soit le combat pour les papiers, pour gagner sa vie, pour pouvoir être autonome quand on n'a pas de papier, c'est dur, on fait comment? Donc on continue de dépendre de qui? De dépendre d'un homme, de dépendre de la famille, c'est des choses très, très complexes qui se mettent en place. Bref, vous pourrez retrouver, donc du coup, on a créé un petit livret qui regroupe ces témoignages qui m'ont été confiés et que qui ne sont pas un exercice littéraire. Je rejoins totalement ce que disait Mimouna quand ils évoquaient le livret qui a été fait. Là, il s'agissait vraiment de retrouver la parole de ces femmes-là, pas d'en faire un exercice de style. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et du coup, nous avons également utilisé certains textes du livret que j'ai réécrits de parcours. Et également, vous trouverez quelques mois avant ce projet, j'avais assisté à une audience du tribunal dans le cadre d'une formation que je faisais. Et il s'agissait de la découverte d'un réseau de prostitution et de traite humaine. Voilà, c'est devenu un autre témoignage que vous pourrez retrouver là-dedans. Donc vous pourrez le trouver à l'entrée. Voilà, et je vais laisser la place à Esther et Christiane pour la lecture de certains extraits. Merci. Il paraît que ça y est, j'ai retrouvé un micro. Allez-y. Un soir, en rentrant de ma journée de travail à Vincennes, j'ai manqué mon arrêt et je me suis retrouvée à Charles de Gaulle. Le lendemain, lorsque je suis arrivée à l'appartement, j'ai reçu des coups de poing, des coups de pied et même des coups de balai. Cela se produisait aussi si je ne rapportais pas assez d'argent. Ce jour-là, j'ai décidé de m'enfuir. Et puis j'avais rencontré quelqu'un, j'avais un petit ami. Je suis donc partie à Villiers-le-Bel pour m'y prostituer avec une amie. Il fallait bien que je gagne de l'argent et je ne pouvais faire que cela. Je n'avais même pas mes vrais papiers. J'ai reçu des menaces de mort et ils ont aussi menacé ma tante. J'avais très peur. Et puis il y a eu une rafle. J'ai réalisé que c'était peut-être une chance. On était en France. J'ai donc raconté mon histoire. J'ai été prise en charge par une association qui aide les femmes comme moi à sortir de la prostitution. Je me sens enfin en sécurité. Je suis toujours en contact avec certaines filles, mais je ne me prostitue plus. J'espère qu'elles aussi arriveront à s'en sortir. Un autre témoignage. Les coups reçus lors de ma dernière grossesse étaient tels que j'ai accouché dans l'escalier. J'ai alors annoncé à mon mari que je le quittais. Il m'a autorisé à aller vivre chez ma cousine. J'en ai profité pour demander un titre de séjour en tant que mère d'enfant née en France. Mais ma demande a été rejetée et mon mari m'a forcée à revenir chez lui. Désespérée et humiliée, j'ai obéi. Si une loi me garantissant une protection avait existé, je serais partie plus tôt. Ce que j'ai vécu, aucune femme ne devrait jamais le vivre. Et puis un autre témoignage. Lorsqu'on se retrouve sans papier, on vit dans une peur quasi constante. On n'est pas vraiment libre. J'ai de la chance, je ne suis pas typée. Je n'ai jamais été contrôlée. Mais la crainte est présente. Savoir qu'on est ici, mais jusqu'à quand? Le dernier. Ah oui. Je ne suis jamais allée à l'école. Mon oncle, chez qui je vivais après le divorce de mes parents, me l'a interdit. À l'époque, c'était normal en Kabylie. Les femmes n'y allaient pas. Je devais m'occuper du ménage et des enfants de ma belle-mère. Lorsque je suis arrivée en France,
difficile. Il y a beaucoup de choses écrites. Mon mari s'occupait de tout. Même parler m'est devenu pénible. Avant, je parlais avec les clients, avec mon mari. Aujourd'hui, je suis seule. Merci. Alors, je vais redonner la parole 1 à 2 minutes à Mimouna et à Chala pour la conclusion, et nous allons conclure. Et nous vous remercions d'être venus, mais surtout ne partez pas tout de suite, puisque Chala sera là aussi pour dédicacer son livre, et il y a un prix spécial pour le colloque par rapport au prix initial. Et puis surtout, c'est qu'il y a une collation à l'issue, il y a la série de dédicaces, et puis il y a une collation à l'issue de ce colloque. Vous n'allez pas repartir sans vous être un peu restauré après la restauration intellectuelle. Il faut quand même aussi la restauration du ventre. Donc je vous redonne la parole, Mimouna. Même avant. Oui, moi juste, rapidement, ce que je voulais dire, c'est que dans tout le combat qu'on mène pour le statut autonome des femmes immigrées, celui qui me tient quand même le plus à cœur et pour lequel je vais continuer de me battre envers et contre tout, c'est la question des accords bilatéraux, parce que je trouve vraiment profondément injuste qu'une femme qui vit sur le territoire français, ou même pour une Française, qu'une Française qui est d'origine algérienne ou marocaine, on continue d'être régie par des lois extrêmement rétrogrades, puisqu'on parle de pays, je ne dis pas que la France n'est pas un pays patriarcal, à ma connaissance il n'existe aucune société dans le monde qui ne le soit pas, qui ne soit pas patriarcale, mais on a quand même là affaire à des pays d'origine qui sont extrêmement patriarcaux et qui sont fortement marqués du sceau de la religion. Et je trouve vraiment inadmissible et scandaleux que nos vies de femmes ici en France, elles puissent, à cause de ces accords bilatéraux, elles puissent continuer à être régies par des lois religieuses, et en l'occurrence la charia islamique qui sévit en Algérie et au Maroc. Parce que moi je prends toujours l'exemple, si demain je me fais attraper en train de voler au magasin Franprix, je passe en comparution directe au tribunal de Bobigny. Par contre, si je veux divorcer, si je veux quitter mon mari, et pas simplement parce que je suis victime de violence, parce que j'aime plus mon mari ou pour un tas d'autres raisons, on va me rappeler gentiment que je suis originaire d'un pays où il y a la charia islamique, et donc je devrais prendre en compte cette situation. Je trouve cela vraiment inadmissible, et là je m'adresse à tous les gens, je ne parle pas que dans cette salle, bien évidemment, mais à tous les politiques, les associatifs qui parlent d'universalité, de cet universalisme de la France, pour leur dire pendant combien de temps on va continuer à accepter que dans ce pays qui se revendique très universaliste, on va continuer à accepter de telles situations, à ce que, qu'on le veuille ou non, ça peut choquer. Eh bien oui, des lois régies par la charia islamique pénètrent le droit civil français. C'est peut-être pas comme ça en termes juridiques, mais de fait, pour nous, ça se pose comme ça. Donc voilà, moi, ce combat, je veux continuer à le mener. Ce que je voulais dire aux amis de l'ACB, c'est qu'on va revenir vous voir pour vous emmener donc toute la documentation et tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a produit. Et on va aussi, Marie-Georges Buffet le dit dans le film, parce qu'elle est intervenue aussi auprès du ministère des Affaires étrangères. Alors, on n'arrive jamais à savoir quand sont négociés ou renégociés les accords entre, par exemple, la France et l'Algérie, mais elle a demandé au ministère des Affaires étrangères et elle a demandé à la France de négocier dans le sens de l'égalité femmes-hommes. Et donc, ça aussi, c'est un combat que nous allons mener en lien aussi avec des amis au Maroc et en Algérie. Par rapport à la charia, excusez-moi, mais je pense que le problème c'est qu'on ne connaît pas vraiment la charia. Il faudrait quand même que les gens apprennent ce qu'il y a dedans pour pouvoir la combattre vraiment, parce que c'est quand on arrive devant un gros problème, quand on est femme divorcée, d'un seul coup on s'aperçoit ce qu'il y a. Quand on doit hériter au bled, là d'un seul coup on se dit tiens, c'est bizarre. Un exemple, quelqu'un a divorcé en 69, il était algérien, il avait fait il s'était marié en 68, il a divorcé en 69.
Arrivé en Algérie pour l'héritage, eh ben, il n'était pas divorcé de cette femme. Il faut qu'il retourne en Algérie, il fasse une exéquature. Donc tout ça, il faudrait l'expliquer aux émigrés aussi. Il faudrait prendre les colloques où on parle de la charia, article par article. À nous, la CB Femmes Solidaires et ce travail de partenariat entrant ensemble. Exactement, pas un travail critique, un travail d'explication, sans se dire c'est mieux ça, c'est pas mieux ça. Et les gens, c'est eux qui combattront la charia, parce qu'ils s'apercevront d'un seul coup des problèmes qu'ils peuvent rencontrer à partir du moment où ils vont en Algérie. Une femme qui est divorcée, quand elle arrive là et qu'elle se divorce ici, si elle n'est pas divorcée en Algérie, son mari peut la reprendre. Et oui. Mais je pense que ça sera le thème d'un prochain colloque. Les gens soient pas au courant de ce qu'est la charia. Parce que sinon on dit, la charia, oui, alors c'est d'un seul coup, on critique les religieux, les machins. Non. Ah oui, comment pour vous complexifier la question, je vous dirais que même aujourd'hui, ici, les gens, les personnes qui ont été élevées dans l'école laïque française, et même les Français convertis, il y a une telle propagande autour de l'islamisme, ça veut dire en fait l'idéologisation de l'islam, et l'idéologisation de l'islam passe par la propagande de Sharia. Ça veut dire en fait l'islamisme n'est rien d'autre que de proposer une société entre guillemets juste, idéale, etc., face à l'impérialisme occidental, comme le charia. Et donc, dans les quartiers ici, et l'un n'est pas sans le savoir, les défenseurs de charia travaillent auprès des jeunes. Donc le problème n'est pas seulement les immigrés. Maintenant, on a quand même les jeunes qui viennent dans les lycées défier les enseignants en disant qui a dit que la loi islamique était pire que le... Non, si on est démocrate, il faut accepter les lois selon les cultures. Donc on est face à une histoire très compliquée et je suis d'accord avec vous, il faut comprendre les termes politiques et les enjeux politiques qui sont derrière ces termes-là. Vous savez qu'au Canada, à Ottawa, même l'État canadien est allé jusqu'au proposer un tribunal pour chaque communauté. Pourquoi maintenant? Avec la logique néolibérale, puisque ça coûte moins cher à l'État. Si vous dites par exemple aux femmes musulmans, juifs et catholiques, allez-y, faites les tribunaux communautaires, faites tout, donc l'État se retire de toutes ces histoires de travail social, etc., etc. Donc, il y a des enjeux business, il y a des enjeux de domination, mais je pense que vraiment, le fait de décortiquer qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de l'islamisme et qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de charia, c'est aussi bien important pour les jeunes que pour les migrants, pour les jeunes bien français. C'était ma conclusion. Merci Chalam. Alors, avant de nous quitter, moi je voudrais remercier l'ensemble du public ici présent et je salue des amis que je n'ai pas vus de longue date. Je tiens à saluer Zazie, parce que merci d'avoir été présente à ce colloque. Ça me fait très plaisir de te voir ici. Je sais que on aura l'occasion, et je pense qu'on aura l'occasion de discuter devant cette collation qui est offerte par l'ACB. Je voulais dire que il y a 6 ou 7 ans, nous avions tenu un colloque qui s'appelait « De la femme battue à la femme battante », où justement nous montrions comment les femmes étaient toujours en train de se battre pour leur vie, leur survie, se battre au quotidien. Et je trouve que le colloque d'aujourd'hui est la suite logique de ce colloque-là à travers Femmes en exil, parce qu'il s'inscrit encore dans cette démarche qui consiste à identifier les écueils. Et quand on avait commencé à travailler sur ce colloque, on est parti de Femmes en exil, mais moi je voulais aussi y mettre quelque chose qui était de terre d'écueil à terre d'accueil. Parce que je pense qu'en identifiant les écueils et les discussions qu'il y a eu aujourd'hui au cours de ce colloque nous ont permis de faire ressortir ces écueils pour arriver justement à travers nos partenariats et continuer ces partenariats à travers ce que dit Mimouna Africa 93, ce que nous disons avec eux, Femmes Solidaires, ce que nous constatons aussi, nous, femmes sur le terrain, le travail qu'a fait l'ADRI, ce que nous explique très bien aussi Chala.
c'est une manière de dire, comme tu l'as dit, Chala, en France, on a toujours l'impression que l'on pose l'immigration comme un problème. Moi, j'aimerais qu'on arrête de le poser comme un problème et qu'on le pose comme une chance. Tant pour celui qui arrive parce qu'il va sortir des écueils pour arriver sur une terre d'accueil, mais tant aussi à ce pays d'accueil qui doit comprendre que c'est une chance de permettre d'offrir l'asile et d'accueillir dans les meilleures conditions les hommes et les femmes qui arrivent sur ce territoire de France. Et imaginez qu'Angela Merkel, étant de droite, a compris ce... Voilà, tout à fait. Il est temps que tout le monde... Et il est temps, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tout le monde prenne cette question à bras-le-corps. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. On va redonner la parole parce qu'il y a encore 2 petites lectures avant que nous nous retrouvions là-bas et que Chala fasse des dédicaces. Merci. C'est pour l'enregistrement qu'on a besoin de micro, sinon on peut nous entendre. Oui, oui. Micro? Oui. Allez. Je porte à mes souliers toute l'argile bashkir et le sable brûlant du désert Karakoum, la boue de la campagne et des bourgades russes, la poussière gris clair du sol d'Ouzbékistan et le sang desséché des routes de Pologne, des ossements brûlés, la cendre et la poussière. Les yeux bandés toujours, un ange me conduit au rivage des pleurs, de frontière en frontière. Je ne sais pas encore où dormir cette nuit, ni dans quel lieu demain je trouverai asile. Vers où je porterai, dans l'errance sans fin, mes souliers lourds de sang, de sable et d'argile. Rachel Korn, un texte traduit du yiddish. Et pour finir, un texte un peu joyeux. Ah. Oui, ça s'appelle Torrent de perles, de Soyela Doustiar. À présent, cesse les pleurs. Il ne reste plus de place pour nos larmes. Face à toi, un chemin fait de haut et de bas où il faut intelligemment poser les pas et de plus, éviter les dormeurs. Toi, ma sœur, cesse les pleurs. Vois tes doigts beaux et douloureux, la perle de tes yeux qui sans raison coule de ton regard. Maintenant, cesse les pleurs. À l'instant, élève un nouveau temps. Enlève de ta mémoire les rancunes et les faiblesses. Lève-toi, vite. Pour la génération de demain, plante une pousse abondante, arrose-la de la profondeur de ton cœur. Le plan de la vie doit devenir un arbre fécond. Maintenant, cesse les pleurs.